Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je vous propose une présentation de la philosophie matérialiste. Donc, vous avez une brochure qui expose les différentes idées que je vais présenter à consulter dans le vocal 2. Comme je l'avais annoncé juste avant le début de cet enregistrement, ça va certainement être une série de vidéos en deux parties, puisque j'ai écrit une brochure relativement longue et que les idées qui sont exposées dedans sont relativement denses. Donc, comme je voudrais vous transmettre une bonne compréhension du sujet, on va prendre le temps, voilà, d'explorer un petit peu tout ça ensemble. De détailler, et donc ça ne sera pas une seule lecture continue, il y aura une coupure pour la deuxième partie. Alors ce que je pense qu'on peut commencer à étudier ce soir, ça va être le premier point du sous-titre de cette brochure, donc le point ontologie, c'est-à-dire les grandes thèses du matérialisme, s'agissant de la nature de la réalité. Ensuite, pour la deuxième soirée, on étudiera comment est-ce qu'on acquiert une connaissance de la réalité ou comment est-ce qu'une connaissance de la réalité est possible. Donc la théorie de la connaissance, ce qu'on appelle de manière un peu technique la gnoséologie selon la philosophie matérialiste. Et puis, dans un dernier temps, on verra les aspects, je dirais, les polémiques internes au matérialisme, les différents courants, les différents clivages internes finalement un peu dans l'histoire du matérialisme, pourquoi les différents auteurs ou les différents philosophes matérialistes ne sont pas exactement d'accord sur tel ou tel point. Et en toute fin, je ferai un peu une intro, une sorte de bande-annonce sur les aspects de métaéthique, c'est-à-dire le fondement de la morale dans une perspective matérialiste, si tant est qu'on puisse en dégager un. Mais tout d'abord, quelques repères chronologiques pour un petit peu situer la pensée matérialiste dans l'histoire des idées, dans l'évolution générale de l'histoire de l'humanité. Donc il faut savoir, car c'est très rarement su et très rarement mis en avant, que la philosophie n'est pas seulement apparue en Grèce ancienne aux alentours du 7e siècle avant notre ère, il existait également des courants philosophiques dans le sous-continent indien, potentiellement aussi en Chine, mais je laisse ça de côté parce que je n'ai pas cette connaissance sur le sujet pour le moment. Mais en tout cas, il a existé des écoles de réflexion philosophique dans l'Inde ancienne. Et s'agissant de la pensée matérialiste, on trouve justement une école de philosophie matérialiste qui a existé autour du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, ce qui est extrêmement intéressant puisque c'est à peu près la même période que celle où la philosophie apparaît à son tour dans le monde des cités grecques de l'Antiquité, sans qu'il y ait selon la connaissance historique actuelle, sans qu'il y ait de lien ou de rencontre particulière entre ces deux ères civilisationnelles. Et voilà, en termes de datation, c'est assez intéressant de noter cette similitude. Ce ne sera pas la première fois, de toute façon, que certaines découvertes ou certains courants d'idées se manifestent dans des parties du monde séparées qui ne communiquent pas directement, dans des périodes de temps plus ou moins rapprochées. Donc là, je précisais bien que je vous fais qu'une sorte de datation, de cadrage un peu spatio-temporel sur à quel moment de l'histoire on peut trouver ou dégager des courants de pensée matérialistes. J'expliquerai le contenu de cette pensée dans un second temps. Donc on a des Indiens au 7e, 6e siècle. Ensuite, les deux grandes époques pour la pensée matérialiste, si on s'intéresse plutôt au monde occidental, ça va être d'un côté l'Antiquité gréco-romaine et de l'autre le monde moderne. Alors s'agissant de la pensée des gréco-romains, déjà chez les Grecs, les premiers mouvements de la philosophie matérialiste sont presque aussi anciens que la philosophie elle-même. Les tout premiers philosophes, ce qu'on appelait les physiciens, étaient des penseurs qui cherchaient à comprendre la nature du monde, la nature des choses, en cherchant des explications rationnelles, des explications qui ne font pas appel à des forces surnaturelles. Donc quasiment dès l'origine de la pensée philosophique, il y a un mouvement de séparation d'avec les croyances religieuses, d'avec les explications mythiques, qui étaient celles de la mythologie grecque, notamment avec les dieux que vous connaissez. Donc les tout premiers penseurs commencent à chercher une origine, une explication du monde qui ne fait pas appel justement à ces entités de la tradition religieuse. Et un petit peu après, donc ça c'est autour du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, et le premier auteur qu'on rattache de manière incontestable au matérialisme, c'est Leucippe, qui est un philosophe dont on sait à peu près rien, si ce n'est qu'il a eu un disciple qui s'appelle lui-même Démocrite. Alors Démocrite, il naît en 460 avant Jésus-Christ.
Démocrite d'Abdère, donc je crois que Abdère c'est une ville d'Asie mineure, hein, de l'actuelle côte occidentale de la Turquie, puisque vous savez qu'il y avait une partie des cités grecques qui était de l'autre côté de la mer Égée, quoi. Mais qui a voyagé, hein, la plupart des philosophes de cette période voyagent dans le monde méditerranéen oriental, il a possiblement voyagé, on ne sait pas très bien où, mais peut-être en Égypte, peut-être dans d'autres parties du bassin méditerranéen. Et Démocrite est reconnu par la tradition comme un penseur très encyclopédiste, et c'est surtout grâce à quelques fragments ou quelques écrits qu'on lui attribue qu'on a des connaissances sur lui et surtout sur son maître Leucippe. Donc selon Leucippe Démocrite, eh bien, la réalité en fait se compose d'une nature qui est fondamentalement réductible à deux éléments ou à deux types de réalités simples, qui sont ce qu'ils vont appeler eux la matière. Donc chez eux c'est déjà intéressant de voir que la matière se subdivise dans sa composition la plus fondamentale en deux types de réalités, puisque l'ensemble du monde en fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on rencontre, tout ce qu'on peut penser, n'est que l'effet de la rencontre entre toutes petites particules de matière fondamentale qui sont appelées les atomes et le vide qui est un espace dans lequel les atomes circulent. Donc ils développent la première une forme de physique spéculative parce qu'ils n'ont pas les instruments pour vérifier ou quantifier toutes ces choses, hein. C'est un peu une proposition, si vous voulez, hypothétique ou théorique. Bon. Donc c'est ça que développent les auteurs matérialistes comme discours sur la nature des choses. Qu'est-ce que la nature des choses? Eh bien, c'est l'effet de la rencontre des atomes dans le vide. C'est une théorie qui aura évidemment toute une postérité dans l'histoire ultérieure de la physique. J'ai aussi parlé précédemment sur ma chaîne de Démocrite dans une vidéo sur sa théorie du langage, où on montre qu'il a une théorie assez originale de la création linguistique qui s'oppose à d'autres philosophes de la même période sur la nature du langage. J'entre pas dans le détail, le but de cet aperçu chronologique, ce n'est pas de détailler la pensée de tel ou tel auteur matérialiste de façon détaillée, c'est simplement de vous donner quelques dates, quelques repères temporels. Alors parmi les philosophes gréco-romains célèbres ou importants pour l'histoire du matérialisme, on a ensuite un petit peu après Épicure. Donc Épicure, il développe des idées qui ont un certain nombre de points communs avec le courant donc de Leucippe et de Démocrite, le courant de ceux qu'on appelle les atomistes. Épicure reprend cette idée que tous les phénomènes observables, les objets, les personnes, les éléments complexes du réel sont la conséquence dans la nature de la rencontre des atomes et du vide. Mais il fait une modification par rapport à la théorie de Démocrite. Démocrite avait une conception de la nature qui était complètement mécanique et déterministe, au sens où il n'y a que des causes et des effets et il n'y a pas d'échappatoire à la causalité. Tandis que Épicure et le courant qu'on va appeler en fonction de son nom, donc les épicuriens, vont ajouter l'idée que certains des mouvements des atomes sont aléatoires. Donc il n'y a pas que du déterminisme dans leur conception de la nature. En revanche, le réel se réduit purement et simplement aux atomes et au vide. Donc il n'y a toujours pas de force surnaturelle, où il n'y a pas d'entité magique, mystérieuse. Il n'y a pas de... il n'y a pas quelque chose qui serait extérieur à la nature. Donc les épicuriens, il y en a chez les Grecs, il y en a chez les Romains, il y en a toute une tripotée d'auteurs dont on a perdu les écrits plus ou moins. Celui dont on n'a pas perdu les écrits, ou en tout cas pas définitivement, et qui est très important pour l'histoire ultérieure de la pensée matérialiste, c'est le poète romain du 1er siècle avant notre ère, Lucrèce, qui a donné une présentation assez personnelle, enfin en tout cas dans laquelle on trouve des éléments un peu originaux, de la pensée d'Épicure dans son traité sur la nature des choses, qui est une présentation poétique. Donc c'est un long poème en 6 chants qui présente la pensée du matérialisme d'Épicure. Ou en tout cas celle qu'il essaie de faire passer pour la pensée d'Épicure, mais dans laquelle on pourrait noter des inflexions, des changements par rapport à ce que disait Épicure lui-même. Alors ensuite on va faire un bond dans le temps, parce qu'au Moyen-Âge, évidemment, le matérialisme disparaît quasiment complètement en Europe occidentale, enfin voilà, dans les pays occidentaux, sous l'influence du christianisme. Les épicuriens ou les écrits des auteurs matérialistes de l'Antiquité auront tendance à disparaître totalement, soit parce que c'est l'oubli et le passage du temps, soit parce que les textes qu'ils ont écrits n'ont pas été conservés ou ont été réutilisés. On a réécrit sur les parchemins, par exemple, des parchemins anciens pour écrire la Bible ou pour écrire des textes religieux divers. Donc la pensée, la vision du monde des philosophes matérialistes
a très mal et très peu été conservé à partir de la christianisation de l'Empire romain et au cours des siècles du Moyen-Âge. Donc je passe direct à la Renaissance, où on redécouvre les écrits d'Épicure, notamment son poème, donc il se diffuse petit à petit. Ça va avoir beaucoup d'influence sur la plupart des physiciens ou des philosophes de l'époque moderne, que ce soit Galilée, Descartes, Francis Bacon, Hobbes, etc. Les physiciens ou les philosophes de l'époque moderne, Gassendi par exemple en France, vont souvent être influencés par la lecture du traité de Lucrèce et ses conceptions sur la physique et le mouvement des corps, même s'ils ne vont pas forcément reprendre toutes ces conceptions en matière de physique, et ils ne vont pas forcément non plus accepter les thèses globales du matérialisme. Ils vont en accepter une partie dans l'explication des phénomènes purement physiques, sans aller jusqu'à prétendre qu'il n'y a que la nature et qu'il n'y a pas un Dieu au-dessus de cette nature qui l'aurait créée. Donc, alors, quelques dates dans l'histoire des sciences, et non pas dans l'histoire de la philosophie cette fois, qui peuvent avoir une importance pour le développement de la pensée matérialiste à l'époque moderne. Ce sont différents événements qui, comment dirais-je, ils vont aller dans le sens du matérialisme de façon un peu indirecte, parce que c'est pas du tout la pensée des auteurs qui vont écrire ces traités ou ces œuvres scientifiques, mais ils vont quand même aller dans le sens de la pensée scientifique, à mon avis, parce qu'il y a quelque chose comme une introduction de l'idée qu'il y a des formes de mouvement ou des formes de transformation, de changement, dans des choses qui étaient auparavant considérées comme immuables, immobiles, figées, fixes, parfaites, qui ne changent pas. Alors, un exemple caractéristique de ça, mais vous allez voir que c'est plusieurs ruptures qui sont très importantes dans l'histoire des sciences, mais qui ont des implications au-delà de l'histoire locale des sciences, au-delà de tel ou tel problème scientifique particulier, parce que ça commence à changer la vision globale du monde, et ça va pouvoir favoriser le retour de la pensée matérialiste. Donc on peut penser par exemple à Copernic, donc l'astrologue polonais, je crois. Au milieu du XVIe siècle, il publie le traité dans lequel il explique sa théorie héliocentrique. Donc la Terre, finalement, n'est pas un élément fixe dans l'univers autour de laquelle les planètes graviteraient, mais c'est un élément mobile, la Terre est en mouvement, autour du Soleil. Bon, ça va prendre un certain temps avant que ces idées-là soient acceptées. Entre les deux, il y aura Galilée, il y en aura d'autres, etc. Mais c'est histoire de donner un peu de date marquante. Et donc, si on accepte cette idée que la Terre est en mouvement, ça commence déjà à faire quelque chose qui était tenu pour immobile et qui se met à bouger, qui est reconnu comme étant en mouvement. Or, l'une des thèses ou l'un des aspects de la pensée matérialiste, comme on aura l'occasion de le voir plus tard, c'est que tout ce qui existe, tout ce qui est réel, tout ce qui est une entité réelle est quelque chose qui bouge, qui est affecté par le changement, la corruption, la transformation, la mutation, qui se subdivise en d'autres choses, qui est en devenir, en fait. Donc du point de vue philosophique, le matérialisme est une philosophie du devenir, une philosophie qui affirme qu'il n'y a de réalité qu'en transformation perpétuelle. Ça s'oppose évidemment à l'idée qu'il y aurait telle ou telle entité éternelle et immuable. Donc ça c'est Copernic pour la physique. On va passer en page 2 et on va voir qu'on va trouver un peu le même genre de mouvement avec d'autres sciences. J'ai dit la page 2. Hop. Je vous fais pas toutes les dates une par une, c'est juste telle ou telle date qui apporte des changements dans la théorie de la science. Alors je passe, Newton. Donc Newton, c'est la fin quasiment du XVIIe siècle, donc on avance dans le temps et on est toujours à l'époque moderne. 1687, Newton publie ses Principia Mathematica, et en fait, il explique des trucs sur la physique, mais c'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est de montrer comment les changements de la transformation de la pensée scientifique peuvent affecter de façon plus large la conception du réel dans son intégralité, du monde dans son aspect le plus général concevable. Et il me semble que Newton participe, même si c'est pas du tout son intention, parce qu'encore une fois, lui aussi c'est un auteur chrétien, même si c'est pas du tout son intention, il participe de la crédibilisation de la pensée matérialiste, parce que Newton a fait sauter la division qui existait dans la physique antérieure entre le monde sublunaire et le monde supralunaire.
Ça, c'était une distinction qui venait de la physique d'Aristote. Pour Aristote et pour les anciens et les médiévaux, il y a deux parties dans la nature. Il y a les choses qui sont en dessous de la Lune, hein, sublunaires, et dans le monde en dessous de la Lune, les choses sont contingentes et mobiles. Ça veut dire qu'elles changent, elles se transforment, elles ne sont pas permanentes, elles sont vouées à disparaître, à mourir. Ah, bon, ok. Et il y a le monde supralunaire. Le monde supralunaire, il est fait de choses fixes, de choses éthérées, des choses très légères et très comment dirais-je, très peu chargées de matière, donc très peu soumis à la corruptibilité, des choses qui seraient éternelles, infinies, parfaites, qui sont régulées par des mouvements toujours identiques. Hein, c'est le monde des sphères célestes, donc les astres, voilà, dont on voit bien qu'ils sont toujours là, permanents, stables. Donc il y aurait d'un côté un monde, enfin une partie de la nature qui serait en quelque sorte la partie pauvre, quoi, la partie finie, la partie qui va disparaître, et puis il y a une partie qui est un peu plus stable, qui est un peu plus divine d'un certain côté, et qui est évidemment celle qui est plus éloignée, qui est la plus haute. Donc cette distinction entre le monde sublunaire et le monde supralunaire de la physique traditionnelle, elle vole en éclat à partir de Newton, parce que Newton établit que ce sont exactement le même type de loi mécanique générale qui s'applique aussi bien au mouvement des corps dans je sais pas, la chute d'une pomme ou le mouvement des marées terrestres, que dans le mouvement des planètes les plus éloignées. Donc les mêmes lois mécaniques valent partout. Il n'y a pas deux mondes différents, il n'y a qu'une seule nature qui est unifiée par des lois mécaniques générales. Donc là encore, ça prendra du temps avant que tout ça soit bien accepté, bien compris dans les milieux scientifiques et ensuite dans la société en général. Hein. Ça prendra même des décennies ou des siècles. Hein. Le concept d'éther, donc l'idée qu'il y aurait une sorte de cinquième élément qui permet aux autres éléments de se transformer, voilà, qui est une vieille idée de la pensée d'Aristote, là aussi, mettra encore plus d'un siècle avant d'être abandonné par... même plus de 2 siècles, je crois, hein, c'est quasiment fin 19e que ça finit par être abandonné par les physiciens. Mais bon, là aussi, on a un peu la même idée que des choses qui étaient tenues pour immobiles sont en fait en changement, en mutation, et donc il n'y a que du devenir. Hein, on perd à chaque fois, chaque étape du processus, on perd l'idée que une certaine fixité existe réellement. Alors je fais un gros bond dans le temps et après je reviendrai un peu en arrière. Ou alors je le fais pas, je suis la chronologie. Bon. Mais il y a une troisième date dans l'histoire des sciences qui, à mon avis, va un peu dans le même sens. Peut-être que je vous en reparlerai un petit peu après. Bon, en tout cas, donc là on est dans l'époque moderne. Donc on a vu Copernic, on a vu Newton. Un grand siècle important, et là où on voit vraiment des auteurs qui se réclament du matérialisme et qui développent une pensée matérialiste de manière tout à fait vigoureuse et de plus en plus ouverte, de plus en plus mais au mépris de la censure, au mépris de la persécution et au mépris de tout ce qui pourrait arriver aux gens qui ne pensent pas comme les autres, c'est le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le siècle des Lumières. Le XVIIIe siècle est l'âge d'or du matérialisme français. C'est un moment où on voit un plus grand nombre de philosophes qui défendent des conceptions matérialistes. Donc on verra l'ensemble des thèses que ça recouvre, hein, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une date. C'est le grand siècle de la philosophie matérialiste en France. Donc je vous ai mis toute une série d'auteurs, hein, connus, pas connus. Bon. L'un des plus connus, c'est Diderot, hein, qui est l'un des directeurs de l'encyclopédie, donc le grand best-seller scientifique et technique du siècle des Lumières, mais il y en a d'autres hein, qui développent ces idées-là dans cette période-là. Il y a aussi Sade, hein, qui n'est pas forcément reconnu comme un philosophe, parce qu'il est plus reconnu comme un écrivain pornographique, mais qui est aussi un philosophe matérialiste. En tout cas, il défend aussi des thèses matérialistes dans ses écrits. Au XIXe siècle, donc j'avance un petit peu dans le temps, dans les philosophes allemands, parmi les auteurs qui vont défendre des conceptions matérialistes, on a Feuerbach. Feuerbach, il est principalement connu parce qu'il il développe une théorie explicative de la religion comme étant une création humaine, comme étant une manière finalement voilée, une manière mythologique d'exprimer des désirs humains sous la forme de personnages ou d'entités voilà, qui n'ont pas d'existence réelle, qui sont des fictions, mais qui servent justement à répondre à des désirs humains. Ensuite, un des lecteurs de Feuerbach en Allemagne au milieu du XIXe siècle, c'est évidemment Karl Marx, hein, qui est un auteur auquel on pense facilement quand on parle du matérialisme de l'époque contemporaine.
Karl Marx notamment, donc il va développer des considérations sur la pensée des matérialismes antiques. Il fait sa thèse de philosophie sur le matérialisme de Démocrite et d'Épicure. Et puis il va ensuite développer une réflexion qui va étendre cette pensée matérialiste aux sciences sociales, à l'étude de la société humaine, et notamment à la détermination socio-historique des contenus de la conscience, puisque l'on verra plus tard, mais un aspect important de la pensée matérialiste, ça va être la réinsertion de la conscience dans la nature, et aussi dans la société en tant que c'est une partie de la nature au sens large. Bon, je passe. Évidemment, chacun de ces auteurs mériterait des développements ou des conférences en soi. C'est juste pour vous donner des repères chronologiques. Alors, je vous avais annoncé une troisième date qui me semble aussi importante en histoire des sciences pour le progrès de la pensée matérialiste, c'est 1859, la publication de L'origine des espèces de Charles Darwin. L'origine des espèces de Charles Darwin aboutit à la conclusion qu'il y a un mouvement de transformation des espèces animales au cours de l'histoire naturelle. Et là aussi, le but de Darwin, c'est pas du tout de démontrer le matérialisme, c'est un scientifique des sciences naturelles, de la biologie, donc c'est pas un philosophe, ça l'intéresse pas, mais ça me semble participer d'une atmosphère intellectuelle où le développement de thèses ou de positions matérialistes devient plus facile à faire dans la société ou dans les milieux scientifiques, parce que Darwin, lui aussi, met en mouvement quelque chose par rapport à une conception antérieure où on croyait que c'était figé et simple d'un certain côté. Ce sont les espèces. Les espèces cessent d'être des espèces d'essence éternelle, quasiment comme chez Platon, quoi, où il y aurait l'idée de la loutre, et puis la loutre existe à perpétuité. Non, c'est des entités qui ont une histoire, qui se transforment au cours du temps, et elles n'échappent pas à ce mouvement du devenir. Donc tout le monde moderne, en fait, dans la période de temps qui va du XVIe au XIXe et encore jusqu'à nos jours, se caractérise de façon générale par une espèce de mobilisme universel, qui recoupe bien la pensée matérialiste, justement, qui affirme un mobilisme universel. On a de plus en plus le sentiment que des choses qui apparaissaient comme figées sont en fait des choses en mouvement, que ce soit les objets physiques, que ce soit les entités animales ou d'autres éléments possibles. Et il y a de moins en moins de choses en fait qui restent résistantes à cette idée d'un mouvement général de l'univers. Donc après, il y a un certain nombre de penseurs matérialistes dans l'Allemagne de la fin du 19e, notamment les sciences naturelles, physique, chimie, biologie, etc. Bon, ça se répand un petit peu. Une autre date potentiellement intéressante pour l'histoire des sciences, c'est la publication à la toute fin du 19e siècle de l'interprétation des rêves de Freud, parce que Freud, là aussi, participe à renaturaliser un petit peu la conscience. L'une des thèses fortes du matérialisme, c'est que la conscience ou l'esprit n'est pas indépendante des corps physiques ou du mouvement des corps naturels, soit qu'elle en soit l'effet, soit qu'elle soit purement et simplement ces corps-là considérés sous un certain angle. Et donc Freud, quand il explique que les rêves ont une origine psychosomatique, il renaturalise le rêve au sens où ça s'oppose à une explication du rêve qui serait magique, voilà, c'est un dieu qui t'a envoyé un songe, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça le rêve. Donc à partir de la toute fin du XIXe siècle et du XXe siècle, il y a toute une tendance de la philosophie matérialiste qui est influencée par la pensée de Marx, donc toutes sortes d'auteurs marxistes qui vont étendre ou développer des thèses ou des positions matérialistes sur une base marxiste. Donc je ne vous fais pas la liste intégrale, mais j'ai mis des auteurs si vous voulez regarder. Et certains auteurs importants pour le matérialisme du XXe siècle ne sont pas marxistes, mais voilà, ça devient de plus en plus acceptable en fait à mesure que la société se sécularise, qu'on avance dans le temps, qu'on avance dans la modernité. Le nombre de penseurs matérialistes devient plus important et c'est plus facile de soutenir ce genre de position parce qu'il y a moins de censure politico-religieuse pour empêcher de développer des conceptions opposées, tout simplement. Les auteurs que j'ai cités appartiennent essentiellement au monde européen et peut-être plus continental que le côté anglo-saxon. Une date importante dans l'histoire de la philosophie matérialiste des pays anglo-saxons, c'est 1968. David Armstrong, qui est un philosophe australien, va développer une théorie matérialiste de l'esprit dans le style de philosophie que pratiquent les anglo-saxons, donc la philosophie dite analytique. Donc c'est important de montrer que
la pensée matérialiste n'est pas quelque chose de spécifique aux auteurs dits continentaux ou européens, mais qu'on trouve des variantes voilà, aussi bien dans les courants de pensée des pays anglo-saxons. Allez, je passe sur la fin de la chronologie. De toute façon, mon but, c'est pas de la commenter exhaustivement, c'est de vous donner des références si vous voulez approfondir. Donc, je passe au bas de ma page 4, après cette petite présentation un peu historique des moments ou des courants matérialistes. On va rentrer dans le, pas encore tout à fait le vif du sujet, puisque là, on va s'arrêter sur l'étymologie. Donc, l'étymologie du mot de matérialiste. Parce que pour comprendre une idée, c'est intéressant de comprendre finalement qu'est-ce qui la compose ou de quoi elle est faite, mais c'est aussi intéressant de réfléchir aux mots qui la désignent. Et dans la pensée matérialiste, il y a eu toutes sortes d'ambiguïtés ou de diversité de termes finalement ayant servi à exprimer cette pensée. Parfois, des auteurs matérialistes seront qualifiés par d'autres mots. On les appellera parfois des naturalistes, on les appellera parfois, notamment dans les pays anglo-saxons, des physicalistes, ou d'autres termes encore seraient possibles. À une certaine époque, 17e, 18e, les gens qui étaient matérialistes étaient souvent qualifiés de spinozistes, ce qui est un petit peu critiquable parce que la pensée de Spinoza n'est pas forcément strictement matérialiste. Et ainsi de suite. Alors, donc du point de vue de l'histoire linguistique, de l'histoire des mots, donc la première apparition du terme de matérialisme s'est faite en Angleterre chez un auteur qui attaque un autre philosophe de l'époque, qui est Hobbes. Hobbes a d'ailleurs toute une réputation d'athée de matérialiste qui est assez injustifiée, mais bon, il sent le soufre, il a des positions qui ne sont pas du tout orthodoxes, donc on lui accole cette étiquette. Et donc il est qualifié de matérialiste par un autre philosophe qui s'appelle Henry Moore, et donc en 1668, et Henry Moore fait partie d'une sorte d'équipe des philosophes britanniques du XVIIe siècle qu'on appelle les platoniciens de Cambridge, expression incroyable. Donc qui sont des platoniciens, donc des idéalistes, des gens qui croient que voilà, il y a une réalité des idées au sens d'une réalité, comment dirais-je, ils croient qu'il existe certains types d'entités non matérielles qui forment un monde des idées séparable du monde sensoriel qu'on perçoit directement. Bon. Donc ça, c'est l'apparition du terme en anglais. On le retrouve un petit peu plus tard chez un autre philosophe anglais qui est Berkeley. Lui aussi l'utilise pour qualifier les gens qui l'attaquent. Donc c'est intéressant de noter que quand le mot de matérialisme apparaît, il est toujours utilisé par des auteurs qui sont souvent des théologiens ou des auteurs chrétiens, des auteurs qui voilà, ne partagent pas les positions du matérialisme, et ils utilisent le terme pour désigner ceux qu'ils attaquent. Donc c'est intéressant de voir que là, il y a des gens qui attaquent quelque chose dont ils considèrent que ça commence à émerger. On attaque le matérialisme, pas parce qu'on le défend, mais parce qu'on veut le réfuter. On veut réfuter les gens qui pensent mal, en fait. On trouve aussi une définition du matérialisme en langue française en 1702 dans les répliques aux réflexions de Bayle, qui est un auteur, je crois, protestant ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Enfin bref, un philosophe de l'époque qui est attaqué par Leibniz, qui est un philosophe allemand, mais qui écrit un certain nombre de ses traités en français. Leibniz utilise le terme de matérialisme et il l'utilise pour désigner ceux qui prônent les doctrines de gens comme Démocrite et Épicure, ou encore Hobbes, donc on le voit aussi rattaché à ce courant d'idées, et seraient matérialistes les gens qui n'admettent que des corps. Donc il existe dans le monde uniquement des entités corporelles. C'est ça qu'il entend par matérialisme. Il faut bien voir que le terme est susceptible d'être utilisé de manière différente selon l'auteur, selon la période étudiée, etc. Comme je vous l'ai dit, pas confondre le mot et la chose, et les mêmes mots peuvent exprimer des idées différentes selon qui les emploie. Donc là, on voit, là encore, un auteur dans une autre langue qui utilise le matérialisme pour désigner une doctrine dont il va faire la réfutation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent mal et il faut écrire des bouquins pour expliquer qu'ils ont tort. On voit le même processus en Allemagne, un peu après, donc en langue allemande. Cette fois-ci, le mot il apparaît en 1734 chez Christian Wolff, qui est un philosophe. Et là aussi, il utilise le terme de matérialisme pour critiquer les gens qui disent qu'il n'existe que des êtres matériels ou corps. Et il explique aussi, le matérialisme n'admet qu'une seule sorte de substance, donc qu'une seule sorte de réalité fondamentale, ce qui existe est matériel. C'est ça la doctrine qu'il s'agit de réfuter.
Donc on a un moment qui est important, qui est celui de la fin du XVIIe siècle et du premier tiers ou de la première moitié du XVIIIe. Dans cette période qui correspond plus ou moins d'ailleurs au mouvement des Lumières ou au début du mouvement des Lumières, il y a le terme de matérialisme qui apparaît, mais de façon intéressante, il apparaît chez les ennemis de cette position. Donc des gens trouvent important de dénoncer la montée de cette idée chez d'autres auteurs qui n'ont peut-être pas survécu ou qui n'ont peut-être pas exprimé ouvertement ce qu'ils pensaient, mais qui se font attaquer. Donc slash au début de la page 5. Donc l'appellation de matérialisme est apparue à l'origine chez les adversaires de cette doctrine, des théologiens et des philosophes chrétiens. Il faut également noter que quand ils emploient ce mot, quand ils disent un tel, ils pensent pas bien, c'est un matérialisme et tout, ils introduisent ce terme en lui donnant des connotations négatives, voire même des connotations insultantes, parce que ne pas être chrétien dans l'Europe de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est très très peu tolérable en fait. C'est quelque chose qui mérite d'être censuré, et les auteurs qui nient Dieu ou ce genre de choses méritent potentiellement encore le bûcher. On n'est pas encore arrivé au règne de la tolérance en matière intellectuelle. Donc il y a beaucoup de connotations accusatoires et dénonciatrices qui entourent la fabrication de cette appellation. C'est pour ça que dans le sens courant encore aujourd'hui, quand on vous dit au sens courant, quand on ne parle pas de philosophie, qu'un tel ou un tel c'est un matérialiste, ça a toujours une connotation négative. Ça veut dire au sens vulgaire et courant, quelqu'un qui rechercherait des jouissances sensuelles, des plaisirs bas, qui aimerait les richesses matérielles de façon immodérée, qui n'aurait pas de morale, qui serait intéressé par des choses viles et qui flatte ses sens, etc. Bon, bref, c'est un synonyme de jouisseur, de libertin, de je ne sais pas quoi, de dégénéré, quoi. Donc il y a une très forte charge d'oppression morale qui est mise sur cette doctrine qui affirme qu'il n'y a qu'une seule substance, c'est la matière. Olivier Bloch, qui est l'un des chercheurs historiens contemporains qui travaille sur l'histoire du matérialisme, écrit dans son Que sais-je, que c'est d'abord ce terme de matérialisme une accusation ou une injure avant d'être le nom d'une philosophie. Donc les premiers auteurs qui emploient ce terme l'emploient comme une insulte en fait. C'est un peu comme de nos jours quand il y a des gens qui disent qu'un tel est un woke. C'est jamais les gens qui sont désignés comme tels qui se disent woke en général, c'est toujours les adversaires. Donc c'est une épithète insultante. On pourrait dire d'ailleurs que le matérialisme fait partie de cette longue suite de termes qui au cours de l'histoire ont connu ce qu'on appelle un processus de retournement du stigmate. C'est-à-dire qu'au début, il y avait un mot qui était une insulte, et puis les gens qui se font insulter de ce mot, à force de se faire insulter, ils finissent par dire oui, je suis un PD, et alors, tu vois. Donc ils vont se réapproprier le terme injurieux qu'il aurait adressé comme un symbole de fierté et d'identité, en fait, pour justement montrer qu'ils ne sont pas atteints par l'insulte et qu'ils assument finalement ce dont on les traite. Il y a beaucoup de termes insultants voilà, qui peuvent être repris par des individus ou des mouvements sociaux pour manifester une forme de contestation de leur oppression. Donc ça, c'est l'origine du terme, origine disqualifiante comme on l'a vu. Si on veut dépasser cette appellation partisane, il faut aller un petit peu au-delà pour essayer de comprendre le matérialisme d'un point de vue neutre, voire d'un point de vue qui lui serait favorable. Essayons de voir les choses de manière un peu plus objective en tout cas. Pour ça, on va s'aider de l'étymologie. Donc, en langue française, matière vient du latin materia, et la materia, ça désigne, semble-t-il, à l'origine le bois ou les matériaux de construction. C'est le terme materia qui sert à traduire un terme grec, qui est le terme de hilé. Alors, c'est toujours lié à l'idée d'un matériau qui serait un genre de bois, quoi. Tel truc, c'est en quel hilé, c'est quasiment un synonyme d'une essence de bois, en fait, semble-t-il, à l'origine. La provenance très lointaine du mot dont la descendance étymologique nous amène au mot de matière en français. La matière, ce serait telle ou telle sorte de bois, en fait, au départ. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'idée ou le mot de matière, cette histoire linguistique? Au sens courant, quand on dit que ceci, c'est la matière de cela, on se sert du mot de matière pour dire ce dont est fait un objet. En fait, on veut désigner le genre d'éléments qui composent un objet quelconque. Donc, par exemple, si on me demande en quelle matière est fait tel ou tel meuble comme mon bureau, je peux répondre qu'il est en bois, par exemple, ou qu'il est dans une autre matière. Donc on voit que dans ce sens-là, qui reste le sens courant, en quelle matière c'est fait,
La matière se distingue en fait mal, au sens courant, du matériau. Dans quel matériau c'est fait, c'est-à-dire dans quel matériau ça a été fabriqué, dans quelle sorte particulière de combinaison d'éléments physiques ça a été fabriqué. Dans ce sens courant, la matière, elle existe toujours au pluriel. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a toujours une diversité de matières réelles. On ne peut parler de matière qu'au pluriel. C'est telle matière parce que c'est pas telle autre matière. C'est une notion qui est une notion différentielle, en fait, si vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, si on garde le sens courant, la matière en général, ça n'est qu'une abstraction. On ne peut pas vraiment en dire grand-chose, c'est pas vraiment un concept. Ce qui existe vraiment, c'est tel ou tel matériau qui a telle ou telle figure, qui a tel ou tel but. Il y a des matériaux qui servent à faire ceci plutôt que cela. Mais la matière en général, ça reste quelque chose d'assez vague et dont on n'a pas vraiment l'usage au sens courant. Donc on ne va pas vraiment utiliser matière au singulier dans le langage courant. Si on veut arriver à la conception philosophique de la matière que développe la pensée matérialiste, il faut en concevoir un sens qui est différent du sens commun. Donc ça fait beaucoup, vous voyez à quel point on patine, là, ça fait beaucoup de distinctions linguistiques. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a un sens de la matière qui est le sens courant, et c'est pas le sens dont se servent les philosophes matérialistes. Donc il faut déjà écarter ce que vous croyez connaître du sujet à cause de l'obstacle que représente la polysémie des mots, quoi. Donc je suis au bas de la page 5. Si on veut comprendre la thèse matérialiste selon laquelle tout ce qui existe est matériel, il faut dépasser le sens courant du mot de matière, parce que si on conservait ce sens courant, la proposition aboutirait à dire la chose suivante: puisqu'on a dit que la matière au sens courant, c'est ce dont est fait la chose, alors dire que tout est matériel signifie en fait dire que tout ce qui existe est fait de ce dont il est fait. Et si je dis que tout ce qui existe est fait de ce dont il est fait, en fait c'est une tautologie. Je dis deux fois la même chose. La chose est faite de ce dont elle est faite, ça se répète, ça ne nous apprend rien du tout sur ce qu'elle est, en fait. Donc on voit bien que dans la pensée matérialiste, matière ne peut pas avoir le sens que ça a au sens courant, parce que sinon ça ne veut rien dire. Et donc comme les philosophes matérialistes ne sont pas des abrutis et que ça veut dire quelque chose, il faut dépasser ce sens courant. Donc, oubliez ce que vous croyez savoir sur la matière, et allons voir ce qu'en disent les philosophes matérialistes. Par ailleurs, et pour ne pas vous épargner d'autres difficultés supplémentaires, quand la philosophie matérialiste parle de matière, ça ne recouvre pas non plus, en général, le sens que d'autres philosophes qui, eux, ne seraient pas matérialistes, donnent au mot de matière. C'est-à-dire que quand vous lisez Aristote et qu'il vous parle de matière, ça ne veut pas dire la même chose que lorsque vous lisez un auteur matérialiste qui vous parle de matière. C'est le même mot, c'est pas le même sens. Donc ça fait bien des difficultés et bien des malentendus, donc vous imaginez la variété qui peut y avoir, mais c'est assez courant malheureusement en philosophie que le même mot n'ait pas le même sens selon les auteurs, parce que les philosophes passent beaucoup de temps à transformer les concepts et à proposer de nouvelles définitions, et à argumenter contre d'autres définitions. Toi tu dis que la liberté c'est ça, mais en fait c'est pas ça, c'est ça, donc la liberté il faut dire que c'est ça. La matière c'est pareil. Donc la matière par exemple quand Aristote en parle, ça a un sens précis, technique. La matière chez Aristote, c'est le substrat de l'individu. C'est-à-dire, un individu, c'est un objet réel. Dans un objet réel, il y a deux aspects où il y a deux éléments différents. D'un côté, la matière, de l'autre, la forme. Toute chose pour Aristote est un combiné d'une matière et d'une forme. La forme, elle est immatérielle chez Aristote, quasiment par définition, puisque c'est ce qui n'est pas la matière de la chose. Donc la forme immatérielle vient former, vient informer, vient donner sa forme à une matière qui, elle est en quelque sorte plus dense ou plus solide. D'ailleurs, quand on dit que c'est le substrat, on a la racine sub, l'idée que c'est en dessous. Donc la matière, elle est en dessous, elle reçoit sa forme un petit peu du dessus. On pourrait prendre une image pour faire comprendre. Le potier façonne une jarre en lui donnant une forme un peu ronde, donc la forme forme l'objet matériel, qui sans ça serait informe. Et donc on voit que on voit que la matière chez Aristote, c'est une moitié ou une partie d'une entité réelle, mais une entité réelle n'est pas faite que de matière ainsi définie. Et c'est pas en ce sens-là que les matérialistes pensent la notion de matière, parce que si
on disait, si on acceptait les définitions aristotéliciennes, on est obligé d'arriver à la conclusion que tout n'est pas matériel, puisqu'il y a des formes, et puisqu'il y a des entités non matérielles chez Aristote. Donc pour que tout soit matériel, il faut bien que la notion de matière n'ait pas le sens reçu dans la philosophie d'Aristote. Donc là, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails plus que ça de la conception de la matière chez Aristote, ça mériterait un exposé en soi, mais en gros, il faut bien retenir que quand un matérialiste parle de matière, ça a un sens qui n'est pas forcément ni le sens courant, ni le sens d'un autre philosophe qui parle de matière, ni, pour ne rien simplifier, ni non plus le sens qu'a la matière dans les sciences physiques passées ou contemporaines. Parce que la matière du matérialisme ou des matérialismes n'est pas non plus ce qu'un physicien veut dire quand il vous parle de matière. D'ailleurs, le terme de matière dans l'histoire de la physique a pu avoir différents sens selon les périodes considérées. Parce que ça sert à résoudre différents problèmes ou à poser différents concepts dans un ensemble de concepts d'une période donnée qui forment un ensemble théorique. Mais c'est pas de ça dont parlent les matérialistes lorsqu'ils disent que tout est matériel. Donc ça sert à rien dans une discussion sur le matérialisme d'arriver en plein milieu et de dire non mais t'as des trucs qui sont pas matériels, en physique t'as de l'énergie, lol. Voilà, c'est pas pertinent parce que en fait la notion de matière dans la physique, elle joue un certain rôle, elle est définie d'une certaine façon relativement à d'autres concepts qui sont les concepts de la physique, mais c'est pas de ça dont parlent les matérialistes, pour la raison que le matérialisme est une métaphysique, c'est-à-dire une tentative de parler de l'ensemble de la réalité, et non pas de parler de ce dont parle la physique, c'est-à-dire de l'objet de la physique, l'objet physique, le corps physique. Parce que le physicien ne prétend pas qu'il parle de tout, il prétend qu'il parle des objets physiques. Lui, il fait de la science, il ne fait pas de la philo. Bref. Donc, à retenir encore, il y a un concept spécifique de la matière dans le matérialisme qui n'a pas d'équivalent dans les usages que peut avoir ce terme dans les sciences naturelles, raison pour laquelle on n'a pas le droit d'objecter dans une discussion de métaphysique qu'en physique, tel mot il a tel sens. Parce que c'est comme si vous me dites là ta théorie ne marche pas parce qu'en cuisine, tel mot il a tel sens. C'est hors sujet. En revanche, les réflexions philosophiques sur la nature ultime des choses doivent tenir compte de l'avancée des sciences positives, parce que ça sert à rien de dire que la nature des choses elle est comme ci, comme ça, si ça contredit les avancées de la science physique. Là, il y a un devoir de la pensée philosophique de ne pas contredire les savoirs scientifiques produits. Et ça ne veut pas dire qu'elle doit répéter ou redire les savoirs scientifiques redits, parce que sinon en fait ça abolit la philosophie. La philosophie n'a qu'à disparaître et on ne fera plus que de la science en fait. Ce qui serait d'ailleurs le projet des positivistes. Hein. Tout un courant de la pensée contemporaine qu'on appelle le positivisme qui nous dit en fait la philosophie ça ne sert plus à rien, restons-en où sens. Moi évidemment c'est pas mon avis, sinon je vous parlerai pas de ça. Alors, maintenant qu'on a dit un petit peu d'où venait le terme, quelle était son histoire, à quel point elle était chargée de controverses lexicales et de sens différents selon qui en parle, etc., on va essayer de rentrer dans le vif du sujet et de présenter positivement les caractéristiques de la pensée matérialiste, et d'abord ce qu'elle est en premier ou ce qu'elle est sur le fond, c'est-à-dire une position en ontologie. Pour comprendre la position des auteurs matérialistes s'agissant de l'ontologie, il faut d'abord rappeler ce qu'on veut dire par ontologie. Donc, en philosophie, vous savez qu'il y a plusieurs parties de la philosophie, il y a plusieurs domaines de réflexion de la pensée philosophique, et il y a un champ que, un coup sur deux, hein, là aussi c'est des variations de vocabulaire qui sont un petit peu pénibles, mais un coup sur deux on parle de métaphysique, un coup sur deux on parle d'ontologie. Selon les auteurs, soit ça veut dire la même chose, soit ça ne veut pas dire la même chose, hein, pour que ce soit très simple. Mais donc, quand la philosophie tente de concevoir une théorie qui parle de l'ensemble de la réalité, de tout ce dont on peut parler à propos du réel, de tout ce qui est réel, bref, une théorie du tout, eh bien, dans cette tentative-là de dire quelque chose de l'ensemble de ce qui est, la philosophie peut être dite métaphysique. Métaphysique parce qu'au sens étymologique, elle va au-delà de la simple physis, donc la nature telle que l'étudient les sciences de la nature. Les sciences de la nature, par exemple, elles s'occupent de savoir si la masse de tel truc dépend de la vitesse de tel truc, etc. Mais elles ne prétendent pas répondre aux questions fondamentales sur qu'est-ce qu'une relation, par exemple.
Ou qu'est-ce qu'une succession? Ou qu'est-ce qu'un objet? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un objet est un objet et qu'il y a une limite entre deux objets? Bref, elle ne se situe pas au niveau d'abstraction le plus élevé concevable, qui serait le niveau proprement métaphysique. En revanche, quand les métaphysiciens travaillent, ils sont obligés de travailler en tenant compte des acquis de la réflexion dans les sciences naturelles, parce qu'il faut que les catégories les plus générales qu'on puisse utiliser intègrent les catégories de la physique. Donc la métaphysique est obligée de se transformer au fil du temps à mesure que la science elle-même se transforme. Mais cette interdépendance entre la philosophie et les sciences n'abolit pas, me semble-t-il, la nécessité de la philosophie comme activité séparée de l'activité des scientifiques. Donc ça c'est la métaphysique. L'ontologie, selon les auteurs, soit ça veut dire la même chose, soit ça ne veut pas dire la même chose. Chez Aristote, l'ontologie c'est la science de l'être en tant qu'être. La science de ce qui est, par opposition à ce qui n'est pas, ou à ce qui devient, ou à ce qui pourrait être. Donc la définition d'Aristote, elle est critiquée par Frédéric Neff au sens où on pourrait avoir une conception d'ontologie qui soit plus générale et qui inclut justement de pouvoir parler aussi des entités fictives, des entités simplement possibles et pas des entités qui sont déjà actuellement. Donc c'est la branche de la philosophie qui réfléchit finalement au genre d'entité fondamentale dont est fait le réel, qu'est-ce qu'on peut dire de plus général sur le réel, quels sont les traits fondamentaux du réel. Et donc j'aime bien la définition de l'ontologie comme science des traits catégoriaux ultimes de la réalité. Par exemple, dire que la réalité est une, c'est une proposition ontologique. Dire qu'elle est multiple aussi. Et puis on verra qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, ou qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Comment le... Donc ce qui différencierait la métaphysique ou l'ontologie des sciences particulières, c'est que la science ou les sciences particulières, elles s'occupent de telle ou telle région de la réalité, elles s'occupent de telle ou telle partie de la réalité qu'on aura découpée. L'histoire, elle étudie les faits du passé humain, la biologie, elle étudie le vivant, la physique, elle étudie plutôt les types de corps et leurs mouvements, la psychologie, elle étudie l'esprit humain, et ainsi de suite. Tandis que la métaphysique ou la réflexion philosophique de type ontologique, elle cherche à parler de l'ensemble de la réalité, non pas de telle ou telle partie. Donc elle vise le tout, le plus général. Une autre définition de l'ontologie, discours général sur ce qu'il y a. Ontologie voudrait désigner seulement un discours général sur ce qu'il y a, je suis en bas de la page 6 là, articulant ce qui peut se dire de plus commun des réalités, de ce qu'il y a, et non du fait que cela soit. Donc, discours sur le plus commun des réalités, ainsi que leurs divers genres les plus universels, les principaux types connus de choses qui sont. Donc, quand on dit que ça, c'est une partie de la réalité par rapport à ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un découpage ontologique. Dire qu'il y a des éléments inertes et des éléments mobiles, par exemple, c'est un découpage ontologique. Le scientifique ou les autres sciences, ils vont commencer à travailler sur des faits particuliers, uniquement sur fond d'un découpage entre des types d'entités, en fait. Si je vous dis qu'il y a des sciences qui étudient la nature et des sciences qui étudient la société humaine, je découpe deux sortes de régions dans l'ensemble des faits ou l'ensemble des entités, la région des faits naturels puis la région des faits humains, quoi. Et ainsi de suite. Ou si je vous dis qu'il y a des objets techniques et que c'est un objet technique, c'est pas le même genre d'entité qu'une vache, voilà, il y a la région des êtres vivants, puis il y a la région des objets techniques. Et ainsi de suite. Ça, c'est des découpages ontologiques. Toutes les sociétés n'ont pas les mêmes découpages ontologiques. Ça donne des recherches en anthropologie assez passionnantes. Donc, la métaphysique ou l'ontologie, pour résumer, c'est un discours général sur ce qu'il y a, sur ce qu'il y a de plus général dans la réalité. Et le matérialisme, parmi les différentes positions philosophiques possibles, se caractérise par le fait que c'est une ontologie, c'est-à-dire qu'il considère qu'il est pertinent et qu'il est possible de tenir un discours général sur l'ensemble de la réalité ou les catégories ou les traits fondamentaux de la réalité. Et ça l'oppose à certains courants philosophiques qui considèrent que la métaphysique, en fait, c'est une perte de temps, qu'il n'y a pas de savoir à en tirer, qu'on ne peut rien en dire, on ne peut pas parler du tout, quoi. Des courants donc, qui rejettent la métaphysique, on peut citer par exemple le courant pragmatique né aux États-Unis ou le courant positiviste né en France au XIXe siècle avec Auguste Comte. Ça, c'est des gens qui pensent que la métaphysique, c'est du bavardage inutile. Et voilà,
n'a rien à en dire ou à en savoir, il faut s'occuper des sciences particulières. Bon, alors ça c'est ce que c'est que l'ontologie. Maintenant, qu'est-ce que c'est le matérialisme parmi la gamme des positions ontologiques possibles, parmi la gamme des discours possibles sur le tout? Alors si on suit ce qu'en disait Althusser dans les années 50, un premier trait pour reconnaître qu'une doctrine ou qu'un discours philosophique est un discours matérialiste, c'est que les matérialistes sont des réalistes ontologiques. Les réalistes ontologiques sont les gens qui affirment qu'il existe une réalité en dehors de notre esprit, une réalité objective, une réalité distincte de notre pensée, et qu'elle existe indépendamment de nous, de notre esprit, du fait qu'on soit vivant ou pas. Il y a des choses qui sont par elles-mêmes, en fait. Donc c'est ça qu'on veut dire par réalisme ontologique. L'inverse étant évidemment, la position inverse étant évidemment la position idéaliste. Donc, la querelle entre le matérialisme et les autres doctrines, elle recoupe en partie la querelle entre le réalisme ontologique et l'idéalisme. Les matérialistes sont des réalistes parce qu'ils affirment qu'il y a un primat de la matière sur l'esprit, il y a une existence indépendante de la matière vis-à-vis de l'esprit. La matière, elle est là avant l'esprit, avant la conscience, et elle est là après l'esprit et après la conscience. Il y a une nature en dehors de nous qui existe vraiment, qui n'est pas juste une impression ou une production de la conscience, ou un élément qui dépendrait de la conscience. Voilà. Il y a vraiment quelque chose objectif en dehors de nous. Alors, disant cela, le matérialisme, et plus généralement les réalistes ontologiques qui ne sont pas tous des matérialistes, le matérialiste, en tant qu'il est un réalisme ontologique, s'oppose à toute une classe de doctrines. Donc on va un petit peu regarder les différents adversaires auxquels s'attaque le matérialisme à ce stade-là de son discours, c'est-à-dire qu'au moment où il vous dit et en fait il y a un monde en dehors de notre esprit. À qui est-ce qu'il s'attaque en disant ça? À quel autre discours ça s'oppose? Et qu'est-ce qu'elle serait, alors sans vous faire tout l'argumentaire, parce que ce serait un autre exposé, sans vous faire tout l'argumentaire en faveur d'une telle position, j'indiquerai au passage 2 ou 3 arguments à chaque fois qui tendent à confirmer ou à donner une validité ou une crédibilité, en tout cas, à la position matérialiste dans ses affirmations philosophiques. Donc, on a dit que le matérialisme affirme qu'il existe une réalité en dehors de l'esprit, et ce faisant, il s'oppose à plusieurs positions que j'ai listées en bas de la page 7. Donc il s'oppose par exemple au nihilisme ontologique. Alors les nihilistes ontologiques sont des gens particulièrement baroques, puisque ce sont ceux, ils ne sont pas très nombreux je vous rassure, qui affirment qu'il n'existe rien. Donc évidemment, si vous dites qu'il y a une réalité en dehors de notre esprit, vous dites qu'il y a notre esprit plus une réalité en dehors, ça fait déjà 2 sortes d'entités, ça s'oppose au fait de dire qu'il n'y a rien. Ça s'oppose aussi au monisme des entités. Alors le moniste des entités vous dit il existe bien quelque chose, mais un seul truc. Donc juste s'il existe un seul truc, ça ne peut pas être et la matière et l'esprit. Et ça ne peut pas être un monde en dehors de l'esprit. Voilà, bon, il n'y a qu'une seule entité, donc il n'y en a pas plusieurs. Il s'oppose également à l'idéalisme. Donc l'idéalisme affirme qu'il y a une primauté de l'esprit sur la matière. La matière dépend de l'esprit, soit que l'esprit soit une sorte de région du réel dont la matière procède comme une sorte de chute. La matière tombe depuis le monde des idées, n'est-ce pas, le monde des idées de chez Platon par exemple, ou de Plotin. Ou alors la matière dépend de l'esprit au sens où il faut une conscience pour que les choses puissent avoir une existence. Par exemple. Ça, c'est des positions qu'on va qualifier d'idéalisme. Idéaliste. Et enfin, le matérialisme s'oppose au scepticisme, c'est-à-dire les gens qui nous disent qu'on ne peut rien connaître. Parce que si on ne peut rien connaître, on ne peut pas dire qu'il y a un monde en dehors de notre esprit. Donc vous voyez que c'est déjà, dès cette affirmation de base, il y a au moins 4 ennemis, 4 cavaliers de l'Apocalypse qui se dressent sur la route du philosophe matérialiste. Donc on va considérer chacune de ces positions et je vais vous donner sommairement quelques arguments pour tenter de les réfuter. Alors premièrement, donc on a le nihiliste ontologique, lui c'est celui qui nous dit qu'il n'y a rien. Bon, alors je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est franchement baroque. Alors on peut opposer au nihiliste ontologique, parce que j'ai bien réfléchi, qu'est-ce qu'on peut lui opposer quand même. On peut lui opposer l'évidence intuitive, c'est-à-dire qu'il est vérifiable par chacun de nous grâce à votre expérience en première personne. L'expérience en première personne, c'est l'expérience que vous faites du monde, donc, qu'est-ce qui vous arrive à vous,
il est vérifiable donc par l'expérience en première personne que quand même, il se passe quelque chose. Non? Je sais pas pour vous, moi j'ai l'impression quand même. Ah, donc il se passe quelque chose, il y a quelque chose, qu'on peut pas juste dire qu'il n'y a rien. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quand même, dans notre expérience telle qu'on peut s'y référer à titre de preuve, et donc à titre d'argument, il y a un changement qui est à l'œuvre. Il y a des événements qui se produisent, il y a des transformations, des altérations, il n'y a pas rien, quoi. Il y a bien une présence qui se manifeste à nous. Donc, la première chose que le matérialiste va vous dire s'agissant de la matière et de cette affirmation donc, que tout est matériel, c'est que, à quelque réalité réelle auquel on puisse penser que ce soit, cette réalité est affectée d'une charge de changement. La matière, c'est ce qui change. Il y a de la matière parce qu'il y a du changement. On voit qu'il y a quelque chose qui est parce que ça change, en fait. Donc je passe au début de la page 8, on va un petit peu travailler autour de cette idée. Et j'aime beaucoup cette description que nous propose donc un auteur matérialiste contemporain, juste son nom, parce que j'ai trouvé son bouquin très pertinent, Laurent-Michel Vacher, voilà, donc, qui a écrit Pour un matérialisme vulgaire en 1984. Et donc il nous propose un peu une sorte de description de cette expérience radicale que tout un chacun peut faire en première personne. Alors, ce quelque chose qui se présente à nous, ce quelque chose que ne rattrape jamais aucun texte, cet irrésistible ça de réel, envisagé dans son actualité, donc dans sa présence, quoi, se donne comme brut, impénétrable, massif, inintelligible, opaque, obstiné, troué, contraignant, fuyant, dense, absurde. Donc là, il essaie par toute cette série de termes qui indiquent la difficulté et l'opacité de nous faire comprendre que ce qui se présente à nous, appréhendé de la façon la plus radicale possible, bah, c'est d'abord une diversité d'éléments qu'on a du mal à appréhender, quoi. Il faut imaginer le nourrisson qui ouvre les yeux la première fois sur le monde, ça doit lui faire un drôle d'effet, sans parler des autres perceptions sonores, ou sensorielles. Donc ça, ce qui se montre, se présente en un magma mobile, indéfini, multiforme, en process, donc en changement, un amalgame multidimensionnel, irréductible, chatoyant, manifeste, continuellement en cours, qui nous résiste et qui persiste. Parce que quand je me réfère à mon expérience personnelle du réel, j'ai beau vouloir qu'il ne se passe rien, il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est là où je peux dire qu'il y a un argument de l'évidence sensible, ou de l'évidence perceptive, on peut opposer au nihilisme ontologique. Comment peux-tu dire qu'il n'y a rien, alors que dans ton expérience, tu dois bien voir qu'il se passe des choses, quoi. Bon. On peut à partir de là objecter à la deuxième position, qui est celle du moniste ontique, qui vous dit oui, il y a bien quelque chose, mais il y a un seul truc, où le réel se résume à un objet. Ou à une seule entité, que, en fait, toujours en partant de notre expérience, ce qui se donne à nous, ce qui se montre, ce qui existe, peut être caractérisé par une forme de corrélation entre le divers et le devenir. Alors c'est un terme abominablement technique que j'ai introduit, voilà, je prends le pari que cette formulation se défend. Donc qu'est-ce que je veux dire par corrélation du divers et du devenir? Je veux dire que pour qu'on sache qu'il y ait plusieurs choses, il faut qu'il y ait du changement, et dire qu'il y a du changement est relatif au fait qu'il y a plusieurs choses et qu'elles sont les unes par rapport aux autres, soit dans l'espace, soit dans le temps. En fait. Donc pour moi, les notions de divers et de devenir ne sont pas des notions qu'on peut expliquer l'une séparément de l'autre. C'est des notions qui sont corrélées ou co-impliquées ou interdépendantes. Donc qu'est-ce que c'est cette corrélation du divers et du devenir? Dans mon expérience du monde, mon expérience personnelle, mon expérience en première personne, non seulement il y a des parties où il y a des moments, il y a des parties parce que là tout de suite mon champ visuel il est surtout occupé par le blanc de mon écran, mais autour j'ai quand même la nette impression qu'il y a une sorte de brouillard périphérique avec le fond de mon bureau et la lumière qui me tombe dessus, enfin bref, il n'y a pas que le blanc qui occupe la majorité du champ visuel. Donc non seulement il y a des parties dans mon expérience, mais en plus,
il y a du temps qui affecte ces parties, et je sais que le temps est constitutif de ces éléments parce que certains de ces éléments disparaissent plus ou moins vite. Mais si je tourne la tête, progressivement, tout le blanc de mon écran va sortir de mon champ visuel. Je le fais en même temps pour vérifier. Donc, c'est grâce à la disparition de certains éléments constitutifs de mon expérience que je sais qu'il y a du changement. Je sais qu'il y a du changement de par la disparition de certains éléments, tandis que d'autres sont relativement plus stables, plus permanents, mais d'une permanence qui reste relative. Ils sont encore là par rapport à d'autres éléments, et quand eux-mêmes auront disparu, d'autres éléments les auront remplacés, et ainsi de suite à chaque microseconde, à chaque fois que vous faites une expérience particulière du monde. Donc le contenu de notre expérience est en transformation continue, et chacun des éléments qui la constituent est susceptible de changer plus ou moins rapidement. Là encore, c'est que des faits qui sont vrais et démontrables en raison d'une évidence perceptive. Donc, je renvoie à chacun, on ne peut pas prouver ce point à part en disant à son contradicteur tu sais bien ce que je veux dire puisque tu vis la même chose. Donc, la première chose dont on doit souligner contre le nihilisme, il faut dire qu'il a quelque chose, et contre le monisme antique, il faut dire qu'il y a plusieurs entités qui composent le monde, que le monde est découpable en plusieurs parties, quand bien même on ferait toutes les remarques ensuite qu'on veut sur le caractère arbitraire, conventionnel et culturellement, historiquement situé des découpages auxquels on a opéré. Et il faut quand même dire que ces découpages sont possibles et renvoient à des choses auxquelles on peut se référer et qu'on peut vérifier. Ce qui nous est donc donné en premier, de façon la plus radicale possible, c'est la multiplicité joyeusement chaotique de ce qu'il se passe. Et comme tout phénoménologue, j'ai mis des tirets avec cette notion de ce qu'il se passe, qui est l'équivalent de l'expérience personnelle. On peut donc en tirer un premier enseignement sur les positions ontologiques du matérialisme. Être matérialiste, c'est toujours être solidaire d'un certain pluralisme ontologique. Et j'ai mis plusieurs citations d'auteurs qui vont exactement dans le même sens. Il y a un pluralisme ontologique, parce que dire que le réel est matériel, c'est dire qu'il est fait de plusieurs parties, et qu'il est en changement de par le fait que chacune de ces parties tend à s'estomper, à être remplacée par une autre, à bouger, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu terrifiés dans le vocal et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cet enculage de mouche depuis tout à l'heure ?» Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer d'enfoncer des portes ouvertes jusqu'à ce que tous les petits sophistes métaphysiques qui défendent les positions opposées soient convenablement réfutés. Donc on ne va pas se passer on ne va pas résister à la perspective de prouver qu'il y a quelque chose et qu'il y a même plusieurs choses. Hein. Ça sera fait. Donc, ces derniers éléments nous amènent à dire que le matérialisme contre d'autres philosophes qui seraient par exemple dans l'Antiquité grecque les Zéléates, dont Parménide d'Élée serait un représentant, contre ces auteurs-là, les matérialistes affirment la réalité du devenir. Le changement est réel, le changement ça existe vraiment, il n'y a pas qu'une immobilité, il n'y a pas... comment dirais-je, il n'y a pas une permanence fondamentale des éléments dont les changements ne seraient que des illusions. Le changement n'est pas illusoire, le changement est réel. Ça, c'est une thèse matérialiste radicale face aux philosophies qui nient l'existence du changement. Il y a plusieurs choses et elles changent, donc autre originalité du matérialisme, c'est cette dimension pluraliste. On explique le réel en se référant à différents principes, différentes entités. Certes, on va toutes les subsumer sous l'idée que tout est matériel, mais dire que tout est matériel, c'est toujours aussi dire qu'il y a plusieurs choses différentes. La différence est au niveau des entités qui composent la nature ou le réel. On peut dire de l'ensemble de ces éléments que toutes sont réels ou que toutes sont de la nature ou que toutes sont de la matière. Et il faut essayer de tenir ensemble et l'idée qu'elles forment un tout et l'idée qu'elles sont inséparablement séparées. Justement. Qu'elles composent des parties, qu'elles composent des entités différentes. Donc, pluralisme ontologique. Troisième moment, et là on va aller plus loin dans la généralisation, non seulement il existe des choses et elles changent, mais il n'existe
que des choses qui changent. Et là, vous voyez que ça va beaucoup plus loin comme affirmation ontologique, parce qu'on ne dit pas simplement que ce dont on fait l'expérience, on voit bien que ça change. Le matérialiste s'engage, en fait, prend parti métaphysiquement en soutenant qu'on ne trouvera pas d'entité qui ne change pas. On ne trouvera pas d'entité qui est soustraite au changement. Il n'y a que du changement, il n'y a que de la transformation du mouvement. Donc on peut dire que être matérialiste, c'est soutenir que l'être, c'est le devenir. L'être, c'est ce qui se transforme, et en ce sens, il y a déjà des intuitions matérialistes assez fortes. Dès les tout premiers philosophes, au moment où la philosophie est apparue en Grèce ancienne, on peut penser par exemple à Héraclite d'Éphèse. Héraclite est très célèbre, notamment sur ce serveur, pour avoir observé que on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, parce que c'est jamais la même eau, vous voyez, donc l'eau passe, on appelle ça fleuve, etc. par simplification, mais c'est jamais la même eau. Donc Héraclite avait généralisé cette proposition avec son fameux « tout s'écoule ». Tout passe, tout ce qui est transformation, changement. Donc dire que l'être est matériel, dire que tout est matière, dire que la matière c'est le réel, c'est dire qu'il est toujours déjà pris dans un mouvement de transformation. Pour le matérialiste, et c'est ça qui va différencier finalement le concept de matière tel que les matérialistes le défendent du concept de matière tel que d'autres courants philosophiques ou d'autres pensées pourraient le défendre, pour les matérialistes, la matière est ce qui est en mouvement par soi. Et comme tout est matière, tout est en mouvement par soi. Tout est en mouvement par soi, c'est-à-dire tout porte son mouvement en fonction de sa nature même et pas en fonction d'une autre réalité qui lui conférerait de l'extérieur le mouvement. Il n'y a pas d'un côté la nature qui serait en mouvement grâce à l'influence d'une force surnaturelle, justement, en dehors de la nature, et puis la force en dehors de la nature qui donne à la nature son mouvement. Il n'y a que la nature, et la nature, ça bouge. C'est ce qui bouge. Donc la matière possède un mouvement interne, une spontanéité, d'où l'idée dans certaines traditions du matérialisme que la matière serait vivante, avec des guillemets, parce que des fois c'est des métaphores, ou des fois c'est peut-être aussi un peu des erreurs, parce que ça abolit un peu la différence entre la matière inerte et la matière organique. Mais il y a cette idée d'une vitalité, d'une force intrinsèque, d'un rayonnement, d'un mouvement de ce qui est en tant que tel. La matière évolue, se transforme, et donc à mesure qu'elle se transforme, elle peut faire jaillir des entités plus complexes au cours du temps. Une proposition assez matérialiste chez un auteur qui pourtant ne l'est pas, c'est chez Descartes. Descartes a pu écrire dans ses principes de la philosophie que la matière prend au cours du temps toutes les formes qui lui sont possibles. Et donc si elle peut se complexifier, elle se complexifiera. Et si on a l'impression que des entités sont plus compliquées que d'autres, ou plus complètes que d'autres, ou plus difficiles à construire que d'autres, ça nous confirme en quelque sorte a posteriori que effectivement la matière pouvait prendre des états plus ou moins complexes. Alors je passe à la page 9. Donc l'autre corrélat de dire que tout est devenir, tout est mouvement, c'est dire que tout ce qui est stable n'est que stable relativement à, c'est-à-dire que une personne peut vous sembler plus stable quand vous regardez la situation dans une pièce qu'une poussière qui clignote un fragment de seconde. En fait, à l'échelle de toute une vie, la personne ne sera pas dans cette pièce tout du long, et si vous regardiez la même scène avec une vitesse accélérée à l'échelle de toute une vie, vous finiriez par voir la personne disparaître de votre champ d'observation. En fait. Donc certaines choses sont plus durables que d'autres, mais tout passe. Toute fixation, tout arrêt, toute stabilité n'est jamais que relative, ou n'est jamais que... elle est limitée dans le temps, et elle est limitée par rapport aux autres entités qui nous permettent de dire que ça c'est fixe par rapport à ça. En fait. Bon. Alors, troisième position, donc on a réfuté plus ou moins, on a tenté de réfuter jusqu'ici donc les nihilistes ontologiques et les monistes ontiques. Maintenant, on va s'en prendre aux idéalistes. Alors, les idéalistes sont ceux qui vous disent soit qu'il n'y a que l'esprit, que la pensée, soit que si matière il y a, elle dépend d'une façon ou d'une autre, soit de manière
dépend d'une façon ou d'une autre de l'existence ou de la préséance, de la supériorité de l'esprit. Face aux idéalistes, et notamment face aux idéalistes de la variante moniste, donc ceux qui vous disent qu'il n'y a que la pensée, le matérialisme affirme qu'il existe un monde extérieur à l'esprit. Il n'y a pas que la pensée ou que l'esprit, il y a quelque chose d'autre en dehors. Donc, comme je le disais, le matérialisme est solidaire d'une position réaliste ontologique. Donc, est solidaire d'eux, ça veut dire que les matérialistes sont tous des réalistes ontologiques, mais tous les réalistes ontologiques ne sont pas forcément des matérialistes. Contre-exemple, Aristote. Aristote est réaliste ontologique, mais il n'est pas matérialiste parce qu'il admet certaines entités non matérielles. Donc il y a un monde extérieur à l'esprit, précédent l'esprit, indépendant de l'esprit, etc., etc. Alors, comment peut-on essayer de le démontrer? Comment montrer qu'il n'y a pas que votre esprit? Parce que là, je me suis référé tout à l'heure à votre expérience personnelle, donc ça allait plus ou moins, et vous me suiviez, j'imagine, plus ou moins bien. Hein. Mais si je vous dis, votre expérience personnelle, c'est pas tout le réel, parce qu'il y a des choses en dehors de ce à quoi vous pensez, ou de ce dont vous faites l'expérience, ça semble une thèse assez forte. Ça semble une thèse assez forte, et c'est difficile même d'aller plus loin que là. Les philosophes empiristes, par exemple, diraient on ne peut pas aller plus loin que ça. On ne peut pas aller plus loin que ce dont on fait l'expérience, parce que justement, là, ce serait introduire des entités qui dépassent l'expérience, et qui ne seraient plus vérifiables. Donc, difficile d'aller plus loin. Comment prouver qu'il y a un monde en dehors de l'esprit? Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui défendent cette thèse. Le principal, c'est un philosophe britannique du XVIIIe siècle qui s'appelle Berkeley, qui défend donc cette variante d'idéalisme radical qu'on appelle le solipsisme. Pour le solipsiste, seul son esprit ou sa pensée existe. Il n'y a pas d'entité réelle en dehors de son esprit. Les objets ne sont que des idées parmi d'autres, et il n'y a pas de différence ontologique notable entre ce qui n'est qu'imaginé et ce qui est perçu. En fait. Une licorne réelle ou un cheval qui n'est pas une licorne mais un cheval réel, ça n'est jamais que deux idées de l'esprit. C'est pareil. Comment essayer de réfuter ça? Bon, certains philosophes pensent que c'est impossible, hein, c'est-à-dire que c'est tellement radical et tellement fou qu'on ne peut pas proposer de raison de croire à un monde en dehors de l'esprit. Donc j'ai cherché, hein, parce que c'est pas parce que c'est complètement fou et tordu qu'on ne va pas chercher à le réfuter, comment prouver qu'il pourrait y avoir un monde en dehors de l'esprit. Alors sans prétendre clôturer le débat, hein, je suis prêt à discuter avec tous les solipsistes présents dans le vocal, je vais quand même vous proposer 3 arguments pour essayer de réfuter cette position. Premier argument contre l'idéalisme solipsiste, c'est l'argument de la non-contrôlabilité des idées. C'est-à-dire que comment pourrait-il n'y avoir que mon esprit alors que je ne maîtrise pas le contenu de mon expérience? Parce que si le monde se réduisait à mon esprit, rien ne devrait faire obstacle à mon esprit, rien ne devrait limiter le contrôle que j'exerce sur lui. Je ne vois pas très bien comment, en l'absence de quelque chose d'extérieur à mon esprit, ma volonté ou ma conscience pourrait se trouver limitée ou orientée vers ceci plutôt que cela. Pourquoi les choses ne se plient pas à ce que je veux s'il n'y a que mon esprit? S'il n'y avait que mon esprit, me semble-t-il, je devrais pouvoir décider, quand je me lève le matin, si je vais percuter ou non le premier meuble qui passe. Je devrais pouvoir choisir si je perçois une entité ou si je ne la perçois pas. Y a bien des gens dont si je pouvais ne pas les percevoir, ce serait peut-être mieux, tu vois. Enfin, j'aimerais bien, des fois, tu vois. J'aimerais bien aussi que eux ne me perçoivent pas, et puis j'aimerais bien les congédier, tu vois. Mais non, voilà. Donc il y a quelque chose qui s'impose quand même, semble-t-il, à l'esprit, et qui n'est pas choisi par la conscience. Donc la non-contrôlabilité des idées semble une première raison de ne pas accepter le solipsisme. Ça nous amène à un point plus général, je fais une petite digression à partir de là, qui est que le matérialisme tire parti, est favorisé par la prise en compte du fait que la conscience est inscrite dans le monde naturel et dans le monde social et qu'elle est soumise à un ensemble de déterminismes complexes. Plus la science dévoile des aspects différents de la détermination de l'esprit par ce qui n'est pas lui, plus la thèse matérialiste de l'inscription justement de l'esprit dans un monde extérieur semble solide ou fiable.
J'ai donné quelques dates justement de l'histoire des sciences qui vont plutôt dans le sens de cette naturalisation de la conscience, que refusent les idéalistes, bien évidemment. Par exemple, donc, le freudisme, qui nous explique que les rêves dépendent de l'état psychosomatique du corps. Marx et les sociologues qui introduisent l'idée d'une détermination sociale de la conscience. Vous ne pensez pas n'importe quoi, vous pensez ce que vous devez penser, ou ce que vous êtes autorisé à penser, ou ce qui vous est possible de penser, compte tenu de vos inscriptions dans une société, dans une époque, dans une culture, dans un milieu social, et telle famille, et telle rencontre fait que, nana, tu penses comme ça. Donc la conscience, en fait, fait partie d'un environnement qui la dépasse, et qui la détermine plus ou moins radicalement et de manière multiple. Une thèse typiquement matérialiste, c'est celle qu'on trouverait chez Deleuze lorsqu'il écrit « Quelque chose dans le monde nous oblige à penser ». La pensée ne serait pas cause première, ne serait pas un acte de liberté pure et à une origine radicale de l'univers. La pensée est inscrite dans le monde comme un moment ou un point d'une chaîne de causalité ou d'un ensemble de déterminations qui font qu'on pense ce qu'on est amené à penser. En fait. Un exemple particulièrement intéressant et contemporain de cette façon d'envisager la conscience dans une perspective matérialiste nous est donné par l'écoféministe Ariel Chalet. Ariel Chalet nous explique que, je cite, « Les femmes et les hommes ont des relations essentiellement différentes avec la nature parce qu'ils ont des types d'organes corporels différents. » Donc il y aurait un marquage corporel qui fait que le rapport du sujet au monde est marqué par le corps qu'il occupe. Ce qui ne signifie pas que les femmes soient plus proches de la nature que les hommes dans un sens ontologique, donc c'est pas une nature ou un destin, mais c'est quand même déterminé par le corps. Une activité, je ne sais pas, sera considérée comme... quel exemple serait un bon exemple concret? Je ne sais pas, la perception d'une situation d'escalade ou d'une situation d'effort physique quelconque pourrait être déterminée par les caractéristiques du corps. Un paysage ou un espace de nature pourrait être plus ou moins diversement apprécié selon que, comme moi, vous n'avez pas d'odorat ou que vous en avez un, qu'il est sensible à ceci ou à cela. Bref. Je lis la suite de la citation. Il s'agit de rappeler l'enseignement de Marx, selon lequel la conscience humaine se développe de manière dialectique par le biais d'une interaction corporelle sensuelle avec l'environnement matériel. Ce que je pense et ce qui se passe dans mon esprit dépend de ce que je fais et de ce que je fais avec ce à quoi j'ai affaire, en fait, ce qui existe en dehors de ma conscience. Donc il y a une co-construction du milieu et du sujet. Cependant, les gens ne connaissent jamais ce potentiel à l'état pur, puisque les activités corporelles, y compris le travail, sont médiatisées par le langage et les constructions idéologiques qui sont incorporées. On ne fait pas l'expérience purement et simplement naturelle d'un paysage, on fait une expérience socialement et historiquement située d'un paysage. C'est-à-dire que le paysage il a un sens symbolique, culturel, qui fait qu'on l'appréhende comme ceci ou comme cela. Ça, c'est un paysage qui est joli parce qu'il a telle et telle forme, mais telle et telle forme elle peut être appréciée en raison de particularismes culturels, par exemple. Bref, il y a des niveaux ou des couches de détermination qui façonnent la conscience et les idées dont le sujet peut être capable. J'en viens à un deuxième argument, je referme cette parenthèse sur la conscience et le fait que le matérialisme est solidaire d'une inscription de la nature, de la conscience de la nature. Et j'en reviens à mes arguments contre le solipsisme. Donc, après l'argument de l'incontrôlabilité des idées, je vais avancer l'argument de l'ignorance. Et je vais soutenir que le solipsiste il doit avoir tort parce que les idées doivent bien provenir au moins partiellement d'une extériorité à mon esprit, parce que s'il n'en était pas ainsi, elles devraient toutes être disponibles et présentes à mon esprit. S'il n'y a que mon esprit, on ne voit pas comment je pourrais avoir certaines idées et pas d'autres, ou comment certaines idées devraient pouvoir me survenir à un certain point, plutôt qu'avant ou après. Or, vous aurez tous constaté qu'on ne sait pas tout instantanément. On n'a pas à l'esprit toutes les idées qu'il serait possible d'avoir. On n'est pas libre ou on n'est pas capable de penser à n'importe quelle personne en l'absence d'informations à son sujet. On n'est pas capable de penser à ce que nous ferait une situation qu'on n'a pas vécue, ou en tout cas, si on l'imagine, on ne va pas forcément l'imaginer exactement de la façon dont ça se réalisera le jour où on l'expérimentera véritablement.
On n'est pas capable de, je sais pas moi, vous n'aviez pas à l'esprit, probablement pour un certain nombre d'entre vous, la définition de ce que c'est que la gnoséologie avant que j'en parle dans l'introduction de cette conférence. Donc il semble bien qu'il y ait une indisponibilité des idées et une ignorance qui fait que c'est une sorte de cas particulier de l'absence de contrôle des idées d'ailleurs, hein, vous les contrôlez tellement pas que vous les avez pas toutes, hein, qui nous invite à penser qu'il doit bien y avoir une réalité extérieure à l'esprit. Le phénomène de la surprise est un bon argument contre l'idéalisme solipsiste. Comment la surprise serait-elle possible si je n'ai jamais affaire qu'à moi-même? Je devrais être lassé, quoi. Je devrais être préparé, je devrais pas avoir d'émotion spécialement. Il ne devrait pas y avoir de marquage émotionnel distinctif entre le fait de penser à une situation et le fait de vivre effectivement cette situation. Si on n'y avait que mon esprit du temps. Donc les phénomènes qui composent l'expérience sont des apparitions, ils surgissent dans le temps n'est même rien d'autre que leur succession ou leur déplacement les uns par rapport aux autres. Or, nous dit Kant, s'il y a apparition, c'est qu'il y a quelque chose pour apparaître. Il ne peut pas y avoir apparition de quelque chose qui n'est pas là, hein, qui n'est pas ceci de réel qui est là en dehors de moi. Donc voilà un deuxième argument contre le solipsisme, et enfin un troisième argument, parce que je sens que ça lasse les gens qui pensent que c'est une position complètement débile, s'il y en a, c'est l'argument de l'existence de l'erreur. Parce que non seulement toutes les idées ne sont pas disponibles, non seulement on ne contrôle pas vraiment complètement le contenu de notre... complètement pas du tout le contenu de notre pensée, donc de ce dont on fait l'expérience, mais en plus on peut se tromper. On peut se tromper sur ce que sont les choses, ou ce qu'on s'imagine être les choses. Le réalisme ontologique est également une condition de possibilité de l'erreur, ou en tout cas, on voit mal comment on pourrait expliquer la possibilité ou l'existence de l'erreur sans en référer au fait que les choses existent indépendamment de ce qu'on peut en penser. S'il n'y a pas cette objectivité des choses perçues, comment une opacité serait-elle capable de gêner la conscience ? Comment pourrais-je ne pas savoir ou me tromper vis-à-vis de ce que la chose est, si elle n'est rien d'autre que ce que j'en pense, si elle n'est rien d'autre que ce qu'elle m'apparaît être, si elle n'est rien d'autre que son apparence? Comment l'erreur et à contrario un progrès de la connaissance serait-il possible sans cette objectivité du monde? Donc le réalisme ontologique est une meilleure position que les positions adverses en matière, s'agissant de la réalité des choses, parce qu'il rend compte de la possibilité de l'erreur, alors que les théories alternatives ne permettent pas de l'expliquer. C'est l'objectivité de ce qui est pensé qui fait que je peux penser, qui fait que ce que je peux penser du monde extérieur peut ne pas être exact. C'est d'ailleurs la même chose vis-à-vis de ce que je peux penser vis-à-vis de moi-même. Je peux me tromper vis-à-vis de ce que je suis, je peux me tromper vis-à-vis de ce que je pense être. Comment est-ce possible, sinon parce que ce que je pense de moi n'épuise pas, ne colle pas pile-poil à ce que je suis vraiment. Ouais, c'est toujours l'argument de l'erreur. Hein. Donc l'erreur, c'est l'indice d'un fossé ontologique, d'un fossé de nature entre ma pensée et quelque chose qui n'est pas elle, quelque chose qui est autre, quelque chose qui est justement objet, réalité objective. Voilà, donc 3 arguments contre le solipsisme, et à ce stade, je ne sais pas si on peut en trouver beaucoup d'autres, j'espère que vous aurez été convaincus que, en fait, vous n'êtes pas la seule personne dans le monde. Il y a d'autres gens qui existent. Vous êtes rassurés. Donc, il s'ensuit, puisqu'il y a un monde en dehors de nous, on le sait, que les sens nous mettent en rapport avec des entités extérieures au sujet. Donc, il y a un monde en dehors de nous, et donc, pour qu'on sache, pour qu'on puisse arriver à cette idée qu'il y a un monde en dehors de nous, il ne suffit pas de montrer que la thèse inverse n'est pas logique. Oui. Il faut aussi expliquer qu'est-ce qui ferait le lien entre notre esprit et le monde, et c'est la sensation. La sensation, c'est-à-dire des organes corporels qui nous permettent d'avoir des informations sur ce qui n'est pas notre pensée, notre esprit, ce qui est en dehors. Donc le matérialisme, en tant que position philosophique, est solidaire d'une acceptation du fait que les sens sont valides, au moins en un certain sens. On peut se fier aux sens, les sens ne sont pas discrédités de manière radicale dans le matérialisme. Il y a toute une tradition philosophique qui considère que les sensations sont critiquables, fausses, trompeuses, inférieures. Le matérialisme part plutôt de la position inverse. A priori, ce que nous disent les sens est fiable
Et si c'est pas fiable par occasion ou de manière locale, quoi, mais c'est pas le cas général, quoi. C'est là où je disais, comme je le disais en introduction de la conférence avec quelqu'un, je disais que le matérialisme est une philosophie assez terre-à-terre, quoi, qui me semble correspondre à un certain bon sens par rapport à d'autres possibilités de position métaphysique. Voilà, c'est aussi pour ça que, évidemment, personnellement, je le défends. Donc les sens sont un moyen de la vérité, et ça oppose le matérialisme à d'autres positions s'agissant de la validité des sens, qui serait d'un côté le rationalisme. Alors le rationalisme serait par exemple les positions de Démocrite ou de Platon. Alors ça va vous paraître problématique parce que Démocrite est lui-même un matérialiste, mais comme je l'avais noté dans la numérotation de cette section, je fais une définition idéale typique du matérialisme. C'est-à-dire que j'essaie de trouver une définition générale et qui marcherait pour à peu près tous les cas particuliers, mais il est possible que tel ou tel auteur matérialiste sur tel ou tel point ne valide pas mon modèle général. C'est le principe d'une tentative de définition. Toute définition exclut ce qu'on n'a pas mis dedans. Donc, ça l'opposerait à tous les auteurs qui vont dire que les sens sont trompeurs et que seule la raison peut nous apprendre des choses sur le réel. Les matérialistes vont dire comment la raison pourrait-elle nous apprendre des choses sur le réel si les données de les sensations sont fausses. D'où viendrait un savoir sur les choses si les sens sont faux, en fait. Donc il s'oppose aux rationalistes, il s'oppose également aux sceptiques, comme Montaigne, Nietzsche, David Hume. Enfin, il y a toute une tradition d'auteurs sceptiques dans la philosophie occidentale, qui sont des gens souvent intéressants, souvent même drôles, ou qui peuvent nous apprendre des choses intéressantes sur les biais, ou sur les limites du raisonnement, ou les limites des sens, ou les erreurs qu'on peut commettre, mais les sceptiques vont trop loin du point de vue des matérialistes, parce qu'ils nient la possibilité de la connaissance, et ils rejettent complètement la validité des sens, alors que pour le matérialisme, les sens semblent avoir quand même une certaine validité générale. Donc un postulat du réalisme ontologique, c'est qu'il y a dans ce qui nous est donné au travers des apparences possibles le plus de réel auquel il nous soit donné de prétendre. Il n'y a pas d'entité qui existerait qui n'aurait aucun lien avec les phénomènes qu'on peut constater par nos sens, ce qui veut aussi dire que nos sens sont le premier moyen, le départ d'une connaissance de tout ce qui existe possiblement. Si on dit qu'il y a des neutrons et des particules et des je sais pas quoi, on pourra arriver à cette connaissance qu'en partant d'abord au point de départ de la réflexion de notre expérience sensible du monde. Donc la sensation, c'est pas une explication totale de ce qui existe, mais à admettre que les sens ne nous trompent pas, c'est un point de départ pour aller vers la connaissance du monde. Voilà, donc j'ai terminé cette section de la partie sur l'ontologie, et j'ai bien fait ressortir en quoi le matérialisme était un réalisme ontologique. Je vais maintenant traiter les deux derniers points un peu plus rapidement sur les aspects ontologiques. Donc la section B, en quoi le matérialisme est un monisme, et la section C, en quoi le matérialisme est un éternalisme. Alors, section B, le matérialisme est un monisme, c'est-à-dire qu'il affirme que l'ensemble de ce qui existe forme un certain tout ou est composé d'un certain genre de réalité qu'on peut qualifier de façon unifiée. Donc c'est ce qu'on veut dire quand on dit que le matérialisme dit que tout est matière. Tout est matière, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce qui est n'est pas matériel. C'est en ce sens-là que c'est un monisme, ça s'oppose au dualisme. Les dualismes sont des doctrines métaphysiques qui affirment qu'il y a deux sortes fondamentales et ultimes de réalité, par exemple la matière et l'esprit. Et dans cette définition, l'esprit n'est pas matériel, puisqu'il forme un couple d'opposés avec la matière. On pourrait avoir d'autres doctrines qui seraient plus que dualistes, où il y aurait plus que deux sortes d'entités fondamentales. J'invente, mais si je dis le réel il est fait de trois choses complètement différentes les unes des autres, A, B et C, c'est pas un matérialisme, parce que pour le matérialisme, il n'y a qu'un seul genre fondamental de réalité, c'est la matière. On peut pas mettre une autre entité ou une autre catégorie dans le monde qui serait vraiment existante et qui ne rentrerait pas dans la catégorie de la matière. La matière qu'on a définie par sa caractéristique d'être du changement perpétuel et d'une diversité d'entités. Mais on va voir que ce n'est pas la seule catégorie ou le seul attribut qu'on peut indiquer pour spécifier ou caractériser ce qu'est la matière. Donc, tout est matière, ça c'est bon, je ne développe pas, mais ça me semble relativement simple. Donc c'est un monisme,
C'est un monisme, le fait que ce soit une doctrine moniste, c'est pas non plus, me semble-t-il, totalement sans lien avec une caractéristique des pensées ou des doctrines philosophiques matérialistes, qui est le côté systémique. C'est-à-dire que les matérialistes, bon, c'est un peu logique parce que c'est une doctrine métaphysique, ils essaient de développer un discours sur le tout, sur la totalité, sur tout ce qui existe, donc il y a une ambition théorique totalisante. Il s'agit d'aller au-delà des sciences particulières qui étudient telle ou telle branche, tel morceau du réel, pour essayer de parler du réel dans son ensemble. D'où un côté assez systémique, quoi. D'où le côté... voilà, les matérialistes sont des gens qui sont un peu des constructeurs de systèmes abstraits. Ce qui paraît certainement étonnant ou baroque à pas mal de gens, hein, mais... donc, pour le matérialiste, la nature est un système de phénomènes interdépendants. On va expliquer les choses de façon relationnelle. Les entités sont en lien les unes avec les autres dans le monde. Il n'y a pas d'entité ou de partie du réel qui serait sans aucun lien avec le reste. Il n'y a pas de monde au-delà du monde. Il n'y a pas de réel au-delà du réel. Il n'y a pas de surnature au-delà de la nature. Tout forme un tout. C'est ça qu'on va dire quand on dit que c'est un monisme. Enfin, troisième et dernière caractérisation sur la dimension ontologique du matérialisme, la dimension éternaliste, la thèse de l'éternité du monde. Alors, je lis un peu le texte parce qu'il me semble qu'il est assez simple par lui-même. La pensée matérialiste ne se satisfait pas des mythes forgés par les autorités ecclésiastiques. Elle demande d'où vient l'ordre et la nécessité observés dans les phénomènes. Elle cherche moins à décrire la nature qu'à rendre compte de son origine, c'est-à-dire de sa raison ultime. D'où vient ce que sont les choses? Qu'est-ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont? Le matérialisme ne propose pas de scénario concret sur la formation des choses, donc son but n'est pas de remplacer la cosmogonie ou les sciences naturelles qui étudient, je sais pas, le Big Bang, ou les phénomènes les plus anciens dans le temps tels qu'on peut les observer. Elle cherche à parler de l'unité de ces phénomènes, de ce qui rend raison de comment en sont-ils venus à former un tout de façon générale. Il recherche la source de l'intelligibilité à l'œuvre dans le monde. Qu'est-ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont et sont compréhensibles? Si l'on prend l'univers pour objet de cette question d'origine, deux réponses sont possibles. Soit on dit, s'agissant du tout, s'agissant de l'ensemble de la nature, s'agissant de tout ce qui est, tout ce qu'on peut appréhender, tout ce qu'on peut connaître, soit on en dit que la nécessité universelle des phénomènes qui s'interconnectent s'explique de l'intérieur même du monde, ou bien elle résulte de l'intervention d'une entité extérieure au monde. L'origine des choses dépend soit d'un processus immanent, soit d'une force transcendante. C'est là où on a une position philosophique qui ne dépend pas de l'état des sciences naturelles. Parce que les sciences naturelles, elles peuvent remonter dans le temps, plus ou moins loin, de plus en plus loin, elles peuvent faire toutes sortes de scénarios des origines. Et il y a quelques semaines, paraît-il, on a appris que l'univers était 2 fois plus vieux que ce qu'on en pensait, ou en tout cas, il y a une théorie qui circule comme quoi il serait peut-être 2 fois plus vieux que la datation qu'on en donnait, donc ce serait plutôt 20 milliards d'années que 7. Peu importe. Ce qui est philosophiquement en jeu, c'est soit il existe par lui-même, soit il existe par autre chose. C'est ça le débat métaphysique de fond. Alors la réponse matérialiste, c'est d'abord l'idée, l'affirmation, l'engagement philosophique à défendre l'idée qu'il y a un développement immanent, c'est-à-dire de lui-même, de l'intérieur, de l'univers et des êtres qui le composent. L'être du monde et l'intelligibilité du monde, c'est-à-dire le fait qu'il ait un sens et qu'il soit compréhensible, ont pour origine le libre et nécessaire développement d'eux-mêmes. Ils sont les seuls à pouvoir justifier de leur propre existence. Donc il s'agit d'expliquer le monde et ce qu'il est à partir du monde lui-même, sans poser des entités ou des forces supplémentaires par rapport à la nature, sans poser un dieu créateur ou une force quelconque qui aurait créé le monde, ou qui lui donnerait sa réalité. En fait. Il s'agit d'expliquer le monde de manière interne. Si on affirme que le monde s'explique à partir de lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas causé par quelque chose qui le précède. Et s'il n'est pas causé par quelque chose qui le précède, alors on ne peut pas échapper à la conclusion que la nature ou l'être ou le réel a toujours été. Parce que si vous dites qu'il n'a pas toujours été, ça veut dire qu'il y a eu un avant son existence,
La thèse d'un passage de l'inexistence à l'inexistence n'est pas compréhensible par la pensée humaine. Après, ça peut être un saut dans la mystique, hein, mais on ne peut pas dire qu'il y a d'abord eu du néant et qu'ensuite il y a eu la nature. La nature, c'est-à-dire l'ensemble des processus et des entités qui se transforment, elle est forcément là depuis toujours. Donc là, on a une implication assez vertigineuse de la pensée matérialiste. C'est la thèse éternaliste. Donc le monde a toujours été, le monde est éternel. Le monde pris au sens de la totalité des entités en interaction. C'est pourquoi Laurent-Michel Vacher peut écrire qu'il y a tout ça de réel que rien n'a à rendre possible. Il n'y a pas à chercher comment un passage du non-être à l'être a pu advenir, il n'y a pas à chercher comment le monde a-t-il commencé, parce que le monde n'a pas pu commencer. Avant telle cause, il y avait telle cause, avant telle entité, il y avait telle entité, et ainsi de suite. On ne peut pas poser, ou en tout cas, il n'est pas probable, cohérent, ou logiquement ou rationnellement défendable, de poser un avant la nature. Il n'y a que de la nature, il n'y a que de l'être, il n'y a pas de néant, il n'y a pas d'extériorité à la nature qui serait nécessaire pour l'expliquer. Donc là, on voit, hein, j'anticipe ce que je dirai la prochaine fois, parce que j'arrive à la fin, mais on voit évidemment déjà en quoi le matérialisme s'oppose la plupart des religions en tant qu'elles posent une entité créatrice de l'univers. Et donc, on voit que le matérialisme, non content d'être un réalisme, non content d'affirmer que l'ensemble du réel forme une certaine forme d'unité, tout en étant différencié en son sein, il est également l'ensemble de ce qui peut se concevoir aussi bien dans l'espace que dans le temps. Il n'y a donc que de la nature, c'est la troisième thèse ontologique. Il y a une éternité du monde pour la pensée matérialiste. Ça pose naturellement des problèmes dans lesquels je ne rentrerai pas ce soir, puisque mon but, c'est pas de faire un exposé de défense intégrale de chacune des thèses qui composent le matérialisme, c'est plutôt de les exposer, de voir en quoi elles sont interconnectées, en quoi elles s'appellent les unes les autres, et en quoi elles forment un système de métaphysique cohérent. Écoutez, je vous propose de passer à la partie questions. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté cette intervention. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis on se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois, on parlera de la théorie de la connaissance. Comment est-ce qu'on sait? Comment la connaissance est-elle possible? Quelle est l'explication ou la position du matérialisme sur cette question? Qu'est-ce qu'une explication matérialiste du processus de la connaissance? Et puis on parlera ensuite de quelques clivages internes entre les matérialistes, car ils ont beau s'accorder sur ce qu'ils rejettent, ils sont divisés sur certains points de ce qu'ils peuvent avoir à défendre. Donc on examinera les questions du hasard et du déterminisme, les questions de la réduction ou pas de la réalité à la physique, et on s'intéressera aussi à la façon dont les matérialistes se confrontent au fondement de la morale. Qu'est-ce qu'une théorie de la morale? Ou est-ce que la justification et la valeur du bien peuvent avoir un sens dans une vision matérialiste du monde? C'est ce dont on traitera la prochaine fois. Je vous remercie.